J'ai eu l'occasion de tester un Hasselblad pendant quelques jours et dans cet épisode, je vais vous donner mon ressenti en fait par rapport à ce moyen format qui est pas moyennement cher. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et je suis avec Adrien Michel. Et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Tu veux prendre ma place ou... Non, ça va. Merci. On va la refaire si tu veux. Non, Ok. mais c'est quoi ces invités qui essayent de me piquer ma place à chaque fois? Moi, ça faisait un peu petit spectacle, je suis un peu déçu. Ouais, c'était un rêve pour toi. Et en fait, ce qui est assez chouette, Adrien, c'est qu'avant, je te connaissais pas. Enfin, j'ai entendu parler de toi, mais je te connaissais pas, on se connaissait pas. Et si vous vous rappelez, dans cet épisode-ci, où je vous parlais de mon matériel, j'avais dit un petit peu, là, comme ça, j'aimerais bien essayer un moyen format. Tu as vu cet épisode, Ouais. tu as un moyen format, Ouais, et tu m'as dit, si tu veux, je passe sur Lyon dans quelques jours pour faire de Exactement. l'architecture, ouais, tout à fait. et tu peux le tester. Exactement. Donc du Et- coup, j'ai dit OK. Qui allait dire non? J'ai dit OK. Et donc, du coup, j'ai pu le tester. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que tu étais ambassadeur Pour Hasselblad cette année. Ouais, c'est ça. Quand même, quoi. Depuis juillet 2015, ouais. Ouais. Et, Ouais, donc, c'est cool. et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen qu'Hasselblad me prête un blad. Et en effet, il Et- m'a prêté un blad. Et grâce à toi, j'ai eu cette petite bestiole pendant une semaine. Une petite semaine. Petite semaine. Voilà. C'est Ouais. un épisode en fait où on va discuter un petit peu de nos expériences parce que je crois que tu es comme moi, avant d'avoir un moyen format, avant d'avoir cet Hasselblad là, celui-là pour toi, Ouais. tu n'en avais jamais eu entre les mains. Non, en fait, j'ai eu entre les mains une journée avant, parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains pendant une journée. Et c'est grâce à cette journée que j'ai rencontré les gens de chez Hasselblad. Et c'est grâce à ça qu'ils m'ont connu et qu'ils ont découvert ce que je faisais. Et c'est un peu comme ça que je suis devenu ambassadeur. En fait, même complètement comme ça que je suis devenu ambassadeur. D'accord. Donc c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout calculé, C'était plutôt une c'était. bonne aubaine quoi. Mais c'était putain de bonne aubaine, même si tu peux passer l'expression. Parce qu'en gros, moi je l'ai pendant une semaine, mais toi tu l'as pendant un an. C'est ça. C'est ça. C'est tiens, Un voilà peu les plus clés de que- la Rolls pendant un an, fais-toi plaisir. Vous comprenez bien qu'en quelques jours de test d'un Hasselblad, j'ai pas forcément eu toute la latitude possible pour pouvoir le tester et surtout pour pouvoir m'y habituer. Et donc, tu vas pouvoir peut-être me confirmer ou me reprendre sur certaines choses Mhm. que je vais pouvoir dire par rapport à toi, ton utilisation depuis donc plus de 6 mois maintenant. Ouais. Oui, je tiens juste à dire une chose aussi avant quand même, parce que quand j'ai dit que j'allais avoir un Hasselblad ou quand j'ai dit que j'avais un Hasselblad et tout ça, plusieurs personnes m'ont dit « Ouais, attends, toi, t'arrêtais pas de dire que le matos, on s'en fout et tout. Mhm. » Je vais essayer par cet épisode de vous faire comprendre encore plus pourquoi je dis que le matos n'est pas le plus important. Je dis pas qu'on s'en fout, je dis que c'est pas le plus important. Et donc j'ai reçu cet Hasselblad dans une caisse, Ting comme celle-là, Comme ça. qui est apparue par magie dans ma porte, devant ma porte. Et donc déjà ça envoie. Déjà tu fais bon quand même quoi. Ok, c'est une Mais caisse, bon quoi. bref. C'est vrai que la première journée où je l'ai eu en main, et juste pour leur rendre un peu hommage, je l'ai eu en main grâce au Tour de France de la photo, je ne sais D'accord. pas si tu connais, Mhm. qui est organisé par un Alsacien et qui organise 15 dates de shoot sur la France. Mhm. Et c'est eux qui en fait avaient invité Hasselblad au château de Chantilly, et D'accord. date du Tour de France auquel j'étais présent aussi pour faire de l'architecture sur le château de Chantilly. Et je connaissais même pas la marque, enfin je connaissais la marque mais de loin quoi, voilà. Et j'ai vu ça et je suis allé les voir, j'aurais dit, en fait le matériel était là pour qu'on puisse le tester, nous photographes. Et c'est là que j'ai eu la première fois un Hasselblad entre les mains et c'était très 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 particulier et un peu flippant d'avoir ce genre de matos entre les mains pour la première fois. Surtout qu'en plus il nous faisait confiance totale, donc il nous donnait le boîtier, il nous expliquait vite fait les réglages où ils étaient, et, vas-y, T'es avec quoi. va te balader quoi. Il faut quand même le dire, c'est là où moi ça a été un petit peu bizarre au tout début, c'est que ça, juste ça, Juste ça, ça coûte quand même quasiment, c'est 22 500, 23 000 euros hors taxe. c'est ça. Hors taxe, hein, donc vous rajoutez 20%. Et là, on a quoi? On a un 100 mm qui coûte combien? Je sais plus, je connais pas les prix par cœur, mais 5 ça 000, doit quelque être chose. 4-5 000 euros. Ouais, hein. 4, 5 Donc là, on en a pour 30 000 euros. Et il y avait 2 autres objectifs, donc j'en avais un peu pour 40 000 euros. Et là, d'un coup, rien que chez moi, ça valait... Enfin, j'ai une caisse qui arrivait qui valait beaucoup plus que tout le matos que j'avais chez moi, quoi. Donc ça fait un petit... Tu sais, c'est comme dans la blague avec les Lada. Il suffit de les... Comment on double le prix d'une Lada?
en faisant le plein. Ok, oui. Ouais, mais c'est marrant que tu C'était parles. une assez blague. C'est une assez blague. C'est une Exactement. assez blague. Non, mais c'est marrant que tu parles de Lada parce que j'ai moi-même, non pas une Lada, mais une petite 206. Ouais. Et quand je mets mon sac photo dans ma 206, d'un coup, sa valeur se multiplie bizarrement par 10. C'est pas mal Voilà, quand même. c'est très bizarre. C'est vrai que moi, la première semaine où je l'ai eu entre les mains, j'étais un peu flippé, quoi, parce que c'est du matériel qui vaut tellement cher et puis qui, pour le coup, en plus, m'appartient pas. Donc, c'est vraiment. En plus, tu reçois une petite feuille en disant si vous cassez, vous payez. Et du coup, ça fait un peu peur. Mais forcément. Et du coup, à ce moment-là, je t'ai fait part de ce petit truc en me disant ça me fait bizarre d'avoir tout ce matos et de devoir bouger avec, quoi. Et tu m'as dit on s'y habitue vite. Et je dois dire oui. Dès le deuxième jour, je suis parti en randonnée avec. Et Moi, je me suis habitué parce qu'en fait, très rapidement, tu te rends compte déjà que le regard des gens, enfin, les gens s'en foutent en fait. C'est juste. Oui. En plus, il fait appareil un peu vintage, un peu ancien. Donc, les gens ne savent même pas ce que c'est, n'ont même pas d'idée de ce que ça représente. Donc, en fait, au final, tu te balades avec ça comme avec n'importe quel autre appareil photo. Et, limite, personne n'aura envie de vous le piquer parce que c'est trop gros, parce que C'est tout le monde s'en fout. En fait, on peut pas mettre de perche selfie là-dessus. On tente. Mmh. Donc, non, mais. Attention, le prochain épisode, c'est se réaliser des selfies ultra luxe. Non, mais voilà, c'est vrai que au départ, c'est un peu flippant, mais finalement, tu t'habitues très vite. Et aujourd'hui, moi, je l'ai emmené dans des endroits. Oui. Enfin, j'ai fait tout et n'importe quoi avec. Il a subi des conditions assez incroyables. Et voilà, donc ok, au départ, c'est flippant, mais en fait, tu t'y habitues. Et puis finalement, tu l'utilises comme il doit être utilisé, c'est-à-dire comme un appareil photo. Maintenant, je pense qu'il faut quand même qu'on parle d'un truc. Mhm. Je suis désolé, parce que toi, tu es ambassadeur Hasselblad et j'espère que ça te causera pas de tort. Si je suis pas repris l'année dernière, c'est ta faute. Hein. L'année dernière L'année prochaine. Oh Tu ne là seras là. jamais repris l'année dernière. C'est que quand même, je sais pas pour vous, mais De quoi? c'est moche. T'es fou, c'est magnifique. Non, c'est moche. On dirait un tank. Mais parce que c'en est un. C'est un tank. C'est un tank. Comme tu disais dans l'épisode de Mode Manuel, au moins, il résiste à beaucoup de choses. Oui, C'est-à-dire c'est qu'on sûr. peut le... Tu peux te défendre aussi avec. On peut, oui, C'est- bah, c'est- ça en c'est même un temps, appareil de on self-défense. fout un bon coup de Hasselblad dans la gueule, je pense que ça te Hasselblad la gueule, quoi. Et, mais par contre, ouais, donc après, je me dis quand même qu'à ce prix-là, Hasselblad aurait pu engager un designer. Alors, En plus, il y a Lagerfeld qui utilise un Hasselblad, bon, même s'il a besoin de quelqu'un pour pouvoir faire sa mise au point. je pense qu'il y a deux choses qui ont joué là-dessus. C'est d'une part, c'est un appareil qui est ultra modulaire et ils ont gardé la modularité des anciens appareils qui me permet aujourd'hui de mettre sur un Hasselblad ou même sur une chambre, d'adapter le dos numérique actuel. Donc, ça a dû jouer sur le fait qu'on ne peut pas forcément faire n'importe quoi au niveau du design si on veut garder quand même. Oui, mais bon, ne serait-ce que la l'esprit du- couleur, quoi. Ça, c'est ton choix. Non, C'est joli du non, gris. tu m'as dit que tu trouvais ça moche aussi. Non, j'ai jamais dit Si, ça. si, tu me l'as dit, et par contre, tu m'as dit qu'on s'y habituait. Donc par contre, je veux bien considérer un truc aussi, c'est que peut-être que la clientèle de Hasselblad, en tout cas jusqu'à maintenant, préférait aussi un design comme celui-là, parce que faut pas se leurrer, Hasselblad ne vise pas des jeunes, ou alors des jeunes fortunés, mais il y en a pas beaucoup. On est plus quand on arrive à un certain âge qu'on a un... Alors, soit c'est vraiment des amateurs très fortunés, d'une part, Dans ce cas-là, ils sont pas très jeunes, quoi. et qui veulent se faire plaisir avec du matériel, de ce matériel-là. Soit ce sont des photographes professionnels qui vivent de contrats qui leur permettent, c'est au-delà de leur permettre d'avoir ce matériel, c'est aussi leur oblige à avoir ce genre de matériel. Un mec qui va faire du 4x3, donc il va faire des affiches de pub qui vont se retrouver dans le métro parisien, c'est exactement ce matériel-là qu'il va devoir utiliser. Un mec qui fait de la photo culinaire, qui fait de la photo de pub, qui fait etc. Donc c'est vraiment du matériel qui est quand même très spécifique et qui est très spécialisé par rapport au métier de la photographie voilà, aujourd'hui. Donc, mais c'est aussi des métiers qui permettent d'acheter ce genre de matériel. Bien sûr. Enfin bon, voilà, pour moi, c'est assez moche. Alors, tu m'as dit quelque chose enfin, tu m'as dit le contraire, en fait, de ce que je vais dire là maintenant. J'ai trouvé, après, je l'ai utilisé que pendant quelques jours, c'est au niveau de l'ergonomie. J'ai pas eu un gros coup de cœur pour l'ergonomie. Il est assez simple quand même, parce que j'ai réussi à m'y retrouver dans les menus, ce qui est pas trop mal. Et sans... Si, j'ai téléchargé le manuel. J'ai téléchargé le manuel.
parce que j'avais pas de manuel avec, j'ai téléchargé le manuel pour Non, y a pas de regarder. manuel. Déjà, en fait, non, Manuel avec. je vais même me foutre de ma propre gueule, très très fort. J'ai téléchargé le manuel pour savoir comment l'allumer. Mais tu sais que moi j'ai cherché où était la batterie au départ, hein. Mais ça, c'est bon. Ça, je crois que tu me l'avais montré la première fois. Ouais, Mais en fait, je j'ai te l'ai cherché montré au comment début. l'allumer. Pourquoi? Parce que la batterie qui était montée dessus quand on me l'a envoyé était morte. Et donc, du coup, j'appuyais sur le bouton Power, ça ne marchait pas. C'est tout con. Mais bon, après, je trouvais qu'au niveau de l'ergonomie. Alors, oui, une question. C'est une question con. Apparemment, sur les Nikon, il y a pareil. Il y a un bouton formater carte qui est juste au pouce, quoi. Donc, en gros, on est en plein shooting, on a envie de formater sa carte comme ça, quoi. Genre, mais non, j'ai pas aimé cette photo. Ah, bah, je formate ma carte. Je n'ai jamais utilisé ce bouton. Bah, moi, je l'ai utilisé pour pouvoir formater ma carte quand je la mets dedans, mais je comprends pas trop l'intérêt de l'avoir mis aussi accessible que ça, alors que ne serait-ce que pour changer la correction d'exposition, ou ne serait-ce que changer le mode d'exposition, on peut pas l'avoir, on est obligé d'aller avec un autre doigt, ou alors tenir l'appareil photo et aller le chercher ici, puisqu'il est sur le viseur. Ce bouton était quand même un peu plus utile, la correction d'exposition, que de mettre le formatage de carte. T'as fait passer le message, ils changeront peut-être leur design sur le prochain. Alors j'ai trouvé qu'il n'était pas très ergonomique. Après toi, tu m'as dit un peu le contraire. Bah, moi je trouve que je me suis habitué assez vite. Ouais. Après je viens de chez Nikon qui est déjà plus ergonomique que Canon, donc forcément voilà. Oh ça troll, oh ça troll. Non, moi je me suis habitué, c'est du Hassel troll exactement. Je me suis habitué assez vite. J'ai trouvé certaines fonctions très utiles. J'ai trouvé aussi que dans le viseur en fait on voit beaucoup de choses s'afficher et que quand en particulier on se balade dans les menus. Les menus apparaissent dans le viseur et c'est très pratique parce que ça nous évite d'avoir à regarder nos menus sur l'écran supérieur et on peut voir directement dans quel menu on est et quelle option on utilise. Donc ça c'est super pratique et quand on a pris l'habitude ça va vite. Excusez-moi, j'ai une photo qui s'est affichée. Celle-là, très bien. Et voilà. Et non, mais non. Je te la montrerai en grand, t'inquiète pas. Donc voilà, il y a certaines choses également, le fait par exemple la fonction miroir up qui en photo posée, photo sur trépied, en archi, etc. Qui se trouve ici. Qui se trouve ici. Alors moi je trouve ça ultra... non, on peut le faire, mais il faut le... Moi, j'ai vraiment pris l'habitude de le faire avec ce doigt-là, en fait. Donc, j'ai le pouce et l'index positionnés sur les… Ouais. Et j'ai ce doigt-là qui accède à miroir up directement d'un clic, en fait. Tu as des longs doigts. Non, j'ai des doigts de photographe. On verra ce soir. Donc, non, j'y accède très facilement. Donc, au final, c'est une fonction qui m'est tellement utile dans mon métier de tous les jours et dans ma vie de tous les jours que celle-là, j'ai trouvé vraiment très, très bien. Et en plus, c'est une fonction qui est, contrairement à Nikon, où c'est une fonction qui est… C'est bien sûr, c'est un miroir up, mais c'est une sorte de temporisation. Ouais. Là, le miroir se relève et à partir de là, il est levé et tu fais tes photos, quoi. Donc, j'ai trouvé ça quand même plutôt pratique. Après, au niveau de l'ergonomie, le seul truc que moi j'ai à redire, c'est pas tellement au niveau de la position des boutons ou quoi que ce soit, parce que ça, j'ai trouvé ça plutôt bien pensé quand même. C'est l'écran. Oui. L'écran arrière qui… Qu'on le dise. Je pense qu'on peut le dire. Moi, enfin, je l'ai déjà dit et je leur dirai, je trouve cet écran mauvais. Ah non, mais on peut même le dire, cet écran… Alors, je le dis là, cet écran est une merde. Et je suis désolé, Hasselblad, mais cet écran est une merde. Et quand même, il y a plein de choses que j'ai adorées sur cet appareil photo. Hein, mais on va en parler. On va en parler, évidemment, si on a le temps. Mais vous savez, tu sais très bien que les gens préfèrent quand on crache, quand on crache dessus. Je ne l'ai pas fait, n'inquiétez pas. Cet écran est juste absolument… En fait, ce que je me dis, c'est qu'à un prix pareil, pourquoi ils ne peuvent pas intégrer un bon écran, quoi. Enfin, il y a un moment où je veux bien que ça coûte cher parce qu'il y a plein de matos dedans et que voilà… Il faut penser le fait qu'un Hasselblad, dans son utilisation par les pros et donc par ceux qui achètent vraiment ce genre de boîtier pour leur utilisation tous les jours, shoot en grande partie en connecté. Et donc, on va se retrouver dans une situation de studio, de photo culinaire, etc., où on est directement branché à un Mac et où on va pouvoir shooter en connecté, où on va avoir… Donc, l'écran arrière va nous servir uniquement de prévisualisation de notre cadrage, voilà, mais on ne va pas du tout s'en servir pour montrer une photo finale. Ça n'a pas du tout cette utilité-là. Ça implique malgré tout que quand moi j'ai commencé à shooter avec et que j'étais face à une situation où j'étais face à un client et où je n'avais pas shooté en connecté parce que je n'avais pas forcément le temps ni la possibilité de le faire, je montrais les photos sur l'écran et les clients étaient là, oui, c'est… Oui. Et après ils voyaient les photos finales et…
Ah oui, ouais, bon oui, forcément. Donc ça peut être problématique, mais néanmoins la logique est là, c'est-à-dire que c'est un matériel qui est très spécialisé, et donc la problématique de l'écran est une problématique puisqu'il peut sembler mineur, puisque dans la plupart des cas et pour la plupart des utilisateurs de ce matériel-là, l'écran est très peu utilisé. Je vais arriver maintenant à mon utilisation. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai fait un petit shooting avec une personne que j'avais sous les mains, avec Pierre. Et j'ai testé alors déjà, une première chose, c'est que je ne pouvais pas déclencher mes Profoto avec mon Air Remote TTL, puisque du coup, il n'accepte pas le TTL. C'est pas qu'il n'accepte pas le TTL, c'est que c'est une griffe de flash qui est une griffe de flash MES et pas une griffe de flash Canon. Voilà. Mais en même temps, ton Air Remote TTL, tu peux pas le mettre sur une griffe de flash Nikon. Bien sûr. Donc, il faut en fait avoir la griffe de flash adaptée, donc soit une MES, soit une standard qui ne prend pas le TTL. Mais donc, je pouvais pas. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai cherché. Et donc, on pourrait imaginer qu'on peut déclencher avec ça, puisque du coup, on peut déclencher ces flashs en slave, en esclave. J'ai dit que j'allais faire mieux. J'ai été voir mes Yongnuo. Non, j'avais des Photix, des déclencheurs Photix, mais manque de Paul, ils étaient TTL. J'ai pris de la gamme au-dessus. Et il me restait un Yongnuo, un flash à 50 balles que j'ai acheté. J'ai monté dessus. Et il balançait de la lumière sur le côté qui permettait de déclencher mes flashs. Et ça a marché. Ça a marché. Mais tu aurais pu aussi utiliser le flash interne. J'aurais pu, mais là, du coup, comme je pouvais le décaler sur le côté. Tu étais sûr que ça ne touche pas le. Voilà. Ouais. Et comme j'avais mis le chargeur, enfin la batterie du Profoto de côté, du coup, ça me permettait de le déclencher. Okay. Après, j'ai été en fait acheter juste un câble synchro, mais en même temps, il faut toujours avoir un câble synchro sur soi parce que. Ou le bon déclencheur. Ou un bon déclencheur, mais il peut y avoir des piles dans le déclencheur, donc du coup, si on n'a plus de piles, un câble synchro, moi, ça ne demande pas de piles. C'est sûr. Donc, c'était pas forcément un mauvais investissement. Mais j'ai commencé donc du coup à faire un petit setup lumière. Vous pouvez voir un peu le résultat là, à l'écran. Et première chose que j'ai fait quand j'ai regardé les photos sur l'écran, j'avais jamais eu l'occasion de shooter avec un 51 millions de pixels. Et j'ai zoomé dans les poils de barbe et j'ai fait oh putain, ça rase quoi. Ouais, la profondeur de l'image est impressionnante, effectivement. Alors, je suis pas un adepte du studio, même si je m'y mets un petit peu. Mais là, je dois dire que ça envoyait quand même du pâté. Donc, première impression assez intense. Alors oui, en plus, juste à ce moment-là, quand j'ai dit que j'avais un Hasselblad sous la main, avant de faire une première photo, il y a un mec qui me fait « Non, mais de toute façon, avec un Hasselblad, tu peux pas louper des photos. » Je lui ai fait « Bah si. » Bah si. Bah, il m'a dit « Mais pas toi. » J'ai pris l'appareil. La première photo que j'ai fait avec, une photo floue. J'ai fait schlock, non, une photo nette. Une photo nette. J'ai fait schlock, je l'ai posté directement et je dis si, on peut louper une photo. Surtout que contrairement même à un réflexe ultra haut de gamme qui va conserver un mode automatique ou des modes semi-automatiques, là tu vas avoir des modes semi-automatiques d'exposition, certes, mais par exemple tu as des automatismes qui n'existent pas, comme par exemple la balance des blancs auto. D'accord. Tu n'as pas de balance des blancs auto sur un Hasselblad. La balance des blancs, c'est à toi de la régler. Donc déjà, ça commence comme ça. C'est un appareil qui est. À ce prix-là, il pourrait mettre une balance des blancs automatique. Mais encore une fois, c'est pas forcément le. C'est exactement. Donc c'est la seule fil rouge. C'est la seule fil rouge. Donc encore une fois, c'est pas forcément le but de ce boîtier. C'est pas d'être un boîtier de reportage ou d'être un boîtier que tu dégaines en 20 secondes et où tu fais une photo sur le vif. C'est pas tout à fait l'idée d'un boîtier comme ça. C'est un boîtier qui va me servir à shooter du studio, à shooter de l'archi, des trucs où j'ai le temps et où donc je peux faire mon réglage de balance des blancs tranquillement sans me poser. C'est pour ça que le lendemain, j'ai voulu aller là où je vais d'habitude, c'est-à-dire faire du Soledad, faire du landscape nude, dans un endroit compliqué d'accès, où c'est difficile, où on en chie parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a de la brume et tout ça. Bon, même si la brume, elle est partie au moment que j'arrivais. Connasse. Je suis parti, je voulais prendre la mallette, mais en fait, je suis parti avec mon sac, parce que je me suis dit que la mallette allait être compliquée. Et donc, du coup, j'ai fait mes landscape nude avec. Bon, j'ai eu des courbatures pendant 3 jours, j'en ai encore un petit peu ici. Alors, je ne savais pas exactement comment il réagissait, donc le problème, c'est que je pense que j'ai cramé pas mal de photos. Donc, j'ai trouvé, moi, en fait, qu'il était un petit peu compliqué.
c'est évidemment pas un appareil photo pour de l'extérieur comme ça, pour aller dans des endroits. Mais évidemment, ça fait des très belles photos, ça fait une grosse définition, ça fait plein de choses, mais Bah, c'est surtout que tu l'as utilisé dans un endroit pas facile d'accès, etc. Quand tu es dans une situation comme ça avec un appareil comme celui-là, pour moi, le premier impératif, c'est le trépied. C'est-à-dire que j'avais pris le trépied, tu me l'avais conseillé. tu parles de ton balle de bras, etc. Pour moi, voilà, un Hasselblad, dans son utilisation de base, il est accompagné de son trépied, quasiment automatiquement. À part peut-être en shoot de studio, ou vu que tu es avec les flashs, tu n'es pas forcément obligé de l'avoir. Mais le trépied, c'est quand même le truc qui va. Il devrait peut-être mettre un trépied automatique qui sort en dessous. En fait, il y a un accessoire qui te permet d'avoir un plateau ultra rapide spécial Blad, voilà, qui se met sur ton trépied à la place de ton vrai plateau. Et j'ai essayé parce que tu me l'as dit avant qu'il fallait avoir le trépied et tout, mais après c'est compliqué dans des endroits très escarpés, dans des endroits très compliqués, c'est difficile. Alors j'ai utilisé le trépied des fois en monopode, juste pour pouvoir me reposer un petit peu. Donc ça après, ensuite le soir j'ai fait une séance studio. Ici même, donc j'ai pas encore vraiment traité les photos, mais j'ai regardé quand même il y a une bonne définition. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Non, et du coup là, après cet épisode-ci, on va aller shooter, Et c'est là où on va arriver en fait sur, parce qu'on a... Au niveau de ressenti, rapidement, comme je disais, moi je suis nikoniste à côté. Et j'ai pu comparer en particulier sur une série photo particulière que j'ai pu réaliser, les photos faites avec la Hasselblad et à côté avec un D800. Et j'ai recadré les photos de la Hasselblad pour qu'elles soient non pas à 51 millions de pixels mais à quasiment 36, un tout petit peu plus, elles étaient à 40. Et j'ai comparé simplement la profondeur des fichiers et on retrouve pas du tout la même définition. Enfin, c'est très étonnant. On a vraiment un nombre de détails supplémentaires à l'intérieur du fichier du Blad, même recadré, qu'on n'a pas sur le D800. Alors, et pourtant, on a une définition qui est, à ce moment-là, dans ce test-là, quasiment la même. Ouais. Et pour autant, voilà, on a une profondeur de couleur, de netteté qui est assez incroyable. Alors par rapport à ça, je ferai un épisode spécial sur la retouche du Hasselblad, mon ressenti par rapport à la retouche d'un Hasselblad. Mais ça nous amène à un point en fait que quand j'ai fait mon épisode sur mon matériel, quand j'ai dit que je voulais tester du moyen format, il y a une chose en fait que je voulais voir. Okay. C'est que en fait, j'ai toujours été bluffé par les Argentix 6.6 où on pouvait, alors là évidemment j'ai pas le viseur pour, mais derrière, c'est là, ouais. Tac. C'était de pouvoir regarder comme ça et en fait d'avoir la vie à l'intérieur qui juste regarder à l'intérieur, c'était juste absolument magnifique. On a vu un petit peu dans l'interview avec Michael Ferrier, on en parle de ça, c'est de pouvoir regarder la vie à l'intérieur d'un moyen format et ça change tout. Alors là, oui, si je me mets un peu comme ça, je le ressens un petit peu, je ressens cette profondeur. Tu m'aurais dit que tu aurais voulu viser comme ça, je l'aurais fait passer le message et tu aurais eu le viseur par-dessus, mais non, je savais pas. Ouais, mais je savais pas en fait, je savais pas que maintenant je saurais, mais je savais pas que c'était comme ça. Et par contre, là où je suis moi un petit peu déçu en fait du fichier final, c'est que c'est pas du tout ce qu'on voit. En fait, enfin, c'est pas du tout le ressenti que j'ai en regardant dedans. Après, je pense que c'est moi qui étais un petit peu, c'était un peu illusoire peut-être ou autre. Enfin voilà, je me dis bah on le voit donc c'est que c'est bon. Mais en fait, c'est peut-être plus aussi l'argentique. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je pourrais peut-être avoir ça. En fait, évidemment, il y a plein de choses. Est-ce qu'on va choisir un objectif est-ce qu'on va choisir un appareil photo comme celui-là? Est-ce qu'on va investir dedans? Pourquoi on passe d'un APS-C à un full frame? Pourquoi on repasse peut-être à un hybride? Enfin, un mirrorless, enfin, plein de petites choses comme ça. J'ai compris encore pas mal de choses. J'ai compris que, encore plus, ce que je pensais déjà, que l'appareil photo ne fait pas la photo. Et qu'il va falloir être intelligent. Enfin, je dis ma conclusion tout de suite, on va pouvoir en discuter. C'est qu'il faut être intelligent et savoir pourquoi on utilise tel matériel. Et après, on va pouvoir le nuancer par rapport à nos expériences. Mais je sais que là, ce soir, on va aller on va aller shooter des photos faites pour des photoshoppages. Où moi, je vais prendre mes Lego et je vais les agrandir. J'en ferai sûrement un tutoriel bientôt. Je sais que je vais avoir besoin de la définition des 51 millions de pixels, tu vois, pour le faire. Alors que pour des photos
Alors oui, pour Soledad, pour mes landscape nudes, j'aimerais bien avoir cette définition, avoir ce truc, cette profondeur dans les fichiers dont tu parles. Mais limite, j'aimerais bien moi aller faire mes landscape nudes à la chambre, au collodion, comme on a vu avec Monsieur Ned, parce que je dis que ça va donner un résultat en plus. Mais après, ça m'enlèverait tellement de me trimballer avec tout ça. Ce serait tellement plus compliqué et ça que non, pour ça, je suis bien avec mon 5D3, tu vois. En fait, alors moi, j'ai un avis maintenant que j'utilise depuis quasiment 8 mois. J'ai un avis qui est un peu partagé, qui va tout à fait le même que le tien, mais qui le rejoint par certains aspects. C'est-à-dire que j'aime tellement les fichiers que sort cet appareil. Je trouve les couleurs tellement belles, je trouve la définition tellement, tellement incroyable. C'est mon imprimeur, j'ai exposé fin d'année dernière et j'ai exposé une vingtaine de photos. Et sur les vingtaines de photos, il y avait 2 photos qui étaient faites à l'Hasselblad. Mon imprimeur m'a appelé, et, il n'avait pas vu les photos, moi encore, mais il m'appelle, il me fait mais cette photo-là et celle-là, elles ont été faites à l'Hasselblad, non? Je fais oui, il me fait tu peux jeter ton réflexe. donc, parce que elles étaient, le tirage est juste sublime et il y a une voilà. Donc moi j'adore ça, j'adore les photos qu'il sort. Et donc je suis prêt à pas mal de sacrifices en termes de poids, en termes de plein de choses. Parce que je sais et parce que mon plaisir va aussi se situer dans le fait que derrière la photo qui va en sortir va être juste incroyable. C'est un appareil qui est pensé pour les poses longues. Tu peux faire des poses jusqu'à 34 minutes de base dans l'appareil. Enfin, c'est vraiment, il y a des choses comme ça. Voilà, ça te sort une définition, ça te sort une image qui est juste sublime à mon goût. Donc voilà. Ajouter à ça que par exemple moi en architecture, le format 4/3 m'offre vraiment un espace de champ supplémentaire. Oui, je te coupe juste là-dessus. C'est une horreur pour moi. Moi qui adore alors le 1,85, le 2,35, voire le 2,35, j'arrive pas. Il faut que je mette des bandes sur ce putain d'appareil Déjà que j'ai envie de mettre des bandes sur mon 5D3 pour voir le 16/9. Là, c'est encore pire. Mais voilà, moi en archi, ça m'apporte vraiment quelque chose de plus en termes de format qui est vraiment que j'apprécie aussi beaucoup. Donc voilà, donc j'ai cet avis-là. Néanmoins, je vais le nuancer en disant que les fichiers sont lourds. On a quand même des fichiers qui font quasiment 80 mégaoctets pièces. Voilà. Oui, on parlera de l'ordinateur dans un autre épisode. Voilà, mais mon ordi a beau être une bête de course, des fois. Oui, je te confirme. L'appareil en lui-même est lourd, certes, et puis il faut son trépied, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je le trouve, par rapport à certains des contrats que je peux avoir, un peu overkill. Pas pour d'autres. Pour d'autres, il avait tout à fait sa place. Il était clairement parfaitement sa place. Overkill, ça veut dire que c'était un peu trop. Il était too much par rapport à ce que je faisais. Par exemple, en ce moment, j'ai un contrat avec un architecte où je vais faire des photos au fur et à mesure de la construction de son bâtiment, donc pendant une année. Et c'est des photos de chantier. Les 2 premières fois, je suis venu avec la Hasselblad. Clairement, je vais arrêter parce que c'est pour ce contrat-là et pour l'heure que je passe une fois chaque mois sur ce chantier, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, ça n'a pas d'intérêt, surtout vu l'utilisation des photos qu'il va être faite derrière. C'est-à-dire que derrière, l'architecte en question, il va imprimer peut-être un petit livre, il va les mettre sur son site internet, ça va s'arrêter là. Donc avoir une telle définition, avoir une telle image, ça ne va pas avoir tant d'intérêt. En fait, c'est comme si vous rendiez des photos à des mariés en 8000 pixels par 5000. Je l'ai même utilisé sur des mariages. Ouais, on peut, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un... Ça rejoint en fait ce que je disais, c'est que en fait, il faut réfléchir, il faut être intelligent sur son travail, connaître son travail et connaître le besoin final de la photo. Et c'est vrai que, comme je dis, pour un photoshopage, ça sera utile d'avoir tous ces pixels-là, parce que surtout quand je veux agrandir, en fait, limite même, il faudrait que je fasse la photo du paysage avec un 5D3 et que je fasse la photo de l'aube du Lego avec le Hasselblad, parce que j'aurais besoin de tant de pixels que ça pour que ça paraisse normal en fait dans ma photo. C'est là où il y a pour certaines choses un certain type d'appareil. Exactement. Et pour revenir, pour pas qu'on... Et ce qui est justement très intéressant avec ce type de boîtier, c'est que c'est un boîtier qui est vraiment ultra spécialisé dans le type de photo qu'on peut faire avec. Et
il est tellement spécialisé que dans ces spécialités-là, et quand on l'utilise dans ces spécialités-là, il en devient exceptionnel. Quand on essaye de le sortir de ça, on ressent tout de suite que c'est pas fait pour ça en fait. Ouais. Je ne vais pas aller faire de la photo sport avec. Hmm. Mais oui, un peu de mal au niveau voilà. focus. Mais je me mets à faire de la photo d'archi, ou je me mets à faire du portrait en studio, ou je me mets à faire du culinaire, voilà. Et là, d'un coup, je vais avoir des images qu'aucun autre boîtier n'obtient aujourd'hui. Donc c'est voilà. C'est un boîtier qui est très spécialisé et donc qui est pensé aussi pour des gens qui se sont spécialisés. C'est là où, pour finir sur cette partie-là, on en parlait ce midi de ça, et c'était quelque chose, parce que c'est un investissement, enfin, là, il y en a pour 30 000 à peu près. 30 000, alors déjà, en tant que particulier, en tant qu'amateur, il faut les avoir, parce que c'est quand même le prix d'une belle bagnole. Une belle bagnole, ouais. Donc, très peu de gens peuvent se payer, surtout juste pour une passion. Et en plus, pour un professionnel qui lui amortit, voilà, par exemple, moi, si demain je casse mon 5D3, je rachète un 5D3, c'est pas du tout un manque de respect par rapport à ceux qui n'ont pas d'argent, c'est que c'est mon métier et que ça fait partie des frais professionnels normaux d'un photographe. Si un taxi, bon, même s'il n'y aura plus de taxi bientôt, mais si un taxi casse sa voiture, il ne peut plus bosser, il ne peut plus gagner d'argent, il est bien obligé de racheter une voiture pour pouvoir continuer. Donc, du coup, je veux dire que je pense que j'en mets ma main au feu. Je la prépare depuis longtemps, cette. J'en mets ma main au feu. Je n'achèterai pas de Hasselblad. Enfin, je ne pourrais pas mettre cet argent en fait dans un moyen format. Par contre, tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité là comme ça. Enfin, quand je dis que j'en achèterai pas avant un bon moment en tout cas. Moi, ce que je te disais aussi, je te répondais à ça, c'est que moi, donc, je suis un plutôt jeune photographe professionnel, puisque je me suis lancé il y a 3 ans. C'est vrai que si j'avais pas eu cette opportunité de devenir ambassadeur, l'idée m'aurait pas effleuré d'acheter ce matériel-là, parce que j'avais pas les moyens, et mon entreprise n'a pas les moyens aujourd'hui de s'offrir cet appareil-là. Si je deviens un jour, j'espère peut-être le devenir, un grand photographe d'architecture reconnu qui ne va faire plus que ça et qui va aller photographier des bâtiments incroyables un peu partout sur la planète, la logique va devenir très vite d'en acheter un, par contre. Sûr. Parce que je ne vais pas du tout être sur le même type de contrat, je ne vais pas être du tout sur les mêmes types de rentrée d'argent, ni sur les mêmes types de demandes clients. Mais tu sais, c'est exactement la même chose que la réflexion que je me suis faite quand j'ai commencé à être professionnel de la photo, où j'avais un 50D, donc un APS-C. J'ai fait un emprunt, donc j'ai fait un emprunt de 3 000 € pour pouvoir me payer un 5D2 avec un 24-70. J'ai fait un emprunt pour ça, que j'ai payé sur 3 ans. Parce que je me suis dit, je vais bosser avec des agences de com. Enfin, je bossais avec des agences de com, je bosse sur des mariages ou autres. Et rien que le fait d'avoir un boîtier professionnel me rendait aussi un peu plus professionnel. Donc, c'était une obligation. Là, de ce que tu parles, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on n'est pas dans les mêmes prix, mais c'est la même chose. Si on passe le cran au-dessus, on est obligé d'avoir un appareil comme ça, ne serait-ce que pour être crédible. Ça ne veut pas dire... Et aussi parce que ça va nous permettre de nous améliorer dans le rendu de nos photos. Ouais. Mais même si ce n'est pas ça qui va faire votre qualité, c'est ça qui va vous permettre aussi de pouvoir avoir des contrats et donc de pouvoir rentabiliser votre appareil. Je disais dans l'épisode du mode manuel que Blad a sorti un capteur et 200 millions de pixels, que tu peux remplacer donc les 50 millions de pixels qu'il a par un 200. Ça devient... non. Et c'est un boîtier qui est encore plus spécialisé parce que pour savoir maintenant en fait à qui ils le vendent, parce que j'en ai discuté avec eux, c'est un boîtier qui est vendu quasiment uniquement qu'aux musées et aux très grandes librairies, aux très grandes bibliothèques. Parce qu'en fait, c'est des boîtiers qui sont utilisés pour la reproduction de documents. Pour avoir des reproductions des cartes du XVIIIe siècle absolument qui est juste parfaite, et donc c'est des installations où l'Hasselblad est placé en hauteur, en top shot avec une table lumineuse et où on va avoir une reproduction absolument parfaite et une définition qui est tellement immense que c'est un document qui va pouvoir être gardé pendant maintenant des dizaines et des dizaines d'années dans une définition qui est absolument géniale. C'est donc on se rend compte que c'est du matériel qui est encore plus spécialisé et c'est vraiment pensé pour ça. Donc il ne faut pas l'acheter sur un coup de tête. Il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que je vais faire avec. Voilà. Et c'est là où je dois finir cet épisode là-dessus. Je sais que ça vous fait rêver. Je sais que ça, même si comme moi je vous dis, le matériel c'est pas mon kiff, ça me faisait pas rêver. J'avais envie de l'essayer parce que j'étais curieux, mais je sais que ça fait rêver beaucoup de gens. Oui, bon, ça va, arrête de me narguer non plus. Pardon. Mais je sais que ça fait rêver beaucoup de gens
ça m'a fait rêver aussi un petit peu, juste par curiosité, mais ça m'a fait rêver. Et ne serait-ce que parce que ça coûte cher, je sais que ça fait rêver des gens, comme des grandes voitures font rêver des gens, parce que, même si elles ne sont pas forcément très belles, juste parce que ça coûte cher. Et, bon, je suis peut-être un peu médisant là-dessus, mais bon, vous me connaissez, vous savez ce que je pense. Je comprends que ça soit un objet qui fasse rêver, bon, sauf au niveau design, mais il faut savoir que vous ne pourrez pas tout faire avec. Enfin, vous n'irez pas faire un mariage qu'avec ça, enfin, ou alors vraiment dans un truc très spécifique, parce que vous allez rendre des photos très spécifiques. Et du coup, vous serez spécialisé. Donc, c'est pas ça qui va vous faire des belles photos. C'est pas ça qui va vous faire devenir un meilleur photographe. Vous deviendrez un meilleur photographe, et à ce moment-là, vous direz peut-être, ouais, pour ce que je vais faire, là, j'ai besoin de ça. C'est pas dans le sens inverse. Quitte à se dire, ce que je vais faire là, je suis pas encore un très grand photographe, mais par contre, je sais que là, je vais avoir une semaine pendant laquelle je vais avoir la capacité, on va m'offrir la possibilité de faire des photos exceptionnelles, parce qu'on m'ouvre un lieu exceptionnel, parce que je ne sais quoi. Et tant qu'à faire pour ce projet-là, je vais bien t'équiper. Je vais bien m'équiper et je vais simplement aller louer un boîtier comme ça pendant la semaine. Certes, ça va me coûter un peu d'argent, mais pour ce projet qui va durer 7 jours au milieu de 365 au milieu d'une année entière, eh ben, certes, j'ai dépensé un peu d'argent, mais j'ai dépensé bien moins que si je l'avais acheté, et je vais sortir des photos exceptionnelles d'un endroit exceptionnel, par exemple. C'est ça. L'achat s'envisage à partir du moment où c'est un usage que je vais en faire toutes les semaines. Voilà. Et puis c'est un usage professionnel, professionnel. ou amateur si on peut. Si on a l'argent pour, tant mieux. Mais voilà, c'est vraiment moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que le matériel ne va pas vous faire, un meilleur matériel ne va pas vous faire de meilleures photos, va vous permettre de faire de meilleures photos. Il va vous permettre d'aller plus loin. Voilà. De faire des choses qu'on ne peut pas faire avant, mais il fallait savoir faire des choses avant, par contre. Voilà, juste parce que vous l'avez déjà dans votre esprit et que vous savez que cet appareil photo, vous allez l'utiliser pour pouvoir avoir ce rendu supplémentaire-là. Et voilà, c'est juste ça que je veux dire, c'est que c'est une bestiole magnifique. C'est bon, non, pas niveau design, mais c'est un appareil photo qui est génial, qui fait des putains de rendus de ouf. Mais quand je disais tout à l'heure, voilà, que je le critiquais sur pas mal de petites choses, c'est parce qu'au fond, je suis jaloux. J'aimerais bien en avoir un, bien sûr, parce que j'aime pas aller louer les choses. J'aime bien avoir les choses pour pouvoir les utiliser quand j'en ai envie, mais et je sais que je pourrais en avoir envie souvent, et je pourrais en avoir besoin, surtout souvent, mais ça reste... Enfin voilà, même si j'aurais envie de rouler dans une voiture à 200 000 balles, je vais rouler dans ma petite Clio qui me va très bien, et qui a quasiment 200 000 km, et parce qu'au final, j'en ai pas forcément besoin. Après, si je vais faire une course automobile avec ma Clio, je sais que j'ai aucune chance, donc j'irai essayer de louer une grosse voiture. Enfin voilà, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est à réfléchir sur des shootings qui sont importants et là où vous voulez vraiment vous faire plaisir et vous en aurez l'utilité. Il faut vraiment savoir pourquoi. Et c'est là où je remercie Hasselblad. Je vous remercie Hasselblad et je te remercie aussi à toi d'avoir fait le lien, de m'avoir laissé essayer cet Hasselblad-là, enfin, d'avoir essayé un moyen format, parce que grâce à ça, je peux dire que maintenant, alors oui, je vais être frustré sur certains shootings parce que j'aurai pas mes 50 millions de pixels et ce rendu, mais je sais maintenant que c'est pas l'outil des rêves, l'outil que j'avais dans mes rêves, on va dire, ou que je sais pas encore bien l'utiliser, mais que pour certains travaux, ce sera essentiel. Ce sera l'outil parfait. Voilà. Mais pas pour tous. Mais pas pour tous, et pas pour mon utilisation quotidienne. Par contre, et on n'a pas eu l'occasion de le faire dans le mode manuel, je veux juste vous faire entendre un truc, le bruit du déclencheur. Ah oui. Parce que, c'est bon ça. Parce que le bruit du déclencheur est quand même très particulier. Moi je peux plus, mais replace batterie. Parce qu'elle est vide. C'est ça. Tu l'as trop utilisé. Ah si, il y a un truc par contre, je veux dire à Hasselblad. Il y a une grosse critique que j'ai. C'est que l'écran reste allumé tant qu'on n'a pas réappuyé à mi-course et qu'il n'y a aucun bouton pour éteindre l'écran, si je ne me trompe pas, à part appuyer à mi-course ici.
Je dois avouer que je n'ai jamais. Enfin, Parce que je me suis pas rendu compte de ce problème en fait. J'ai cherché. Pas, Et donc, en eu fait, de j'ai problème. bousillé la batterie à un certain moment parce qu'en fait, moi, j'ai un problème, c'est que je n'éteins jamais mon appareil photo D'accord. parce qu'il se met en veille tout le temps. Donc, Il tu as se fait met une en veille photo, au bout tu du- l'as posée, l'écran Voilà. restait allumé, et la Et batterie donc, est j'arrive et descendue. je fais replace batterie. Ah, merde. Ah merde. Et donc, du coup, voilà, juste mettre un timing, je sais pas, un truc d'une minute, ça s'arrête, enfin, j'en sais rien, juste une mise en veille, quoi. Il y a peut-être dans les options, hein, ceci dit. Hein. Mais j'ai jamais eu besoin, donc j'ai pas cherché. Bah, s'il y a une option, je veux bien le savoir. Ah, En fait, fiche. je ferai bientôt un épisode pour vous montrer la retouche sur un fichier, sur un RAW Hasselblad. On passera par Focus, qui est le logiciel Hasselblad, et par Lightroom, parce que Lightroom peut lire les RAW Hasselblad. Vous verrez mon ordinateur bien ramé. Du coup, je te remercie Bah, d'être je t'en venu prie. jusqu'à Lyon pour, Avec pour grand du coup, plaisir. faire cet épisode. Merci d'avoir fait le lien avec Hasselblad pour qu'on puisse, du coup, que j'ai pu tester, que moi et Manuel, on a pu tester. Manuel est là derrière en train de faire « Ouais, cool !» C'est un bel appareil, C'est un mais bel sachez appareil. juste que c'est pas cet appareil-là qui va être l'appareil ultime qui va vous faire de belles photos. Si vous êtes photographe de sport, n'achetez pas Hasselblad. Voilà, tout à fait. Mais, bon, Mais si vous êtes photographe d'architecture, achetez Hasselblad. si vous avez assez d'argent aussi. Parce que toi, techniquement, si tu n'étais pas ambassadeur Hasselblad, Non, t'aurais pas un mais, Hasselblad là tout non de suite. mais oui, mais parce que aussi, comme je disais, je suis un jeune photographe professionnel et que j'ai pas forcément encore ni la bouteille ni la clientèle pour me permettre de Voilà. m'offrir. Mais j'espère c'est- bien que d'ici à 5 ou 6 ans, ça va changer et que je puisse pouvoir me l'offrir. Continuez à rêver, continuez à avoir envie de vous améliorer, mais préférez vous améliorer par la pratique de la photo et par ouvrir votre esprit et par du développement personnel plutôt que de vous dire c'est absolument le matos qu'il me faudra et qui me fera m'améliorer. Pensez-y, une fois que vous vous êtes amélioré, pensez-y, c'est génial, c'est très cool, c'est parfait. Et puis si j'ai envie qu'Hasselblad m'en reprête, il faut que je dise que c'est un appareil photo cool, même s'il n'est pas très beau. Je dois avouer que dans mon cas, comme je te le disais au début d'épisode, je n'ai jamais eu la volonté d'en avoir un et j'ai eu cette chance extraordinaire de les rencontrer de manière complètement fortuite et c'était pas du tout prévu. Et j'ai eu cette chance extraordinaire qu'ils se disent tiens, il pourrait être ambassadeur pour nous. Donc c'est vraiment, enfin, j'y croyais pas. Quand j'ai eu le coup de fil, je dois t'avouer que, enfin, je pensais vraiment que c'était limite un canular au début. Oui, allô Non, t'es qui Non, mais arrête. Non, mais arrête de me dire des conneries. Voilà, donc c'est vraiment magnifique pour moi, mais c'est vrai que, et c'est un cadeau incroyable, maintenant c'est un cadeau que j'aurais jamais pu me faire si j'avais pas eu cette opportunité-là, quoi. Et que j'aurais jamais estimé avoir le besoin de faire. T'aurais jamais pensé à le Voilà. faire, quoi. Mais maintenant que je l'ai eu et maintenant que je l'ai encore pendant quelques temps, je sais que ce que je vais en garder comme expérience, c'est que quand j'en aurai vraiment l'utilité, quand j'en aurai vraiment le besoin, soit ce sera ponctuel et j'irai le louer sans aucun souci, soit ça deviendra nécessaire vraiment sur le temps long et j'irai en acheter un, c'est certain, mais pas demain. Voilà. Okay. Pas demain. Vous avez tous les liens pour aller voir le travail d'Adrien directement sur son site et sur sa page Facebook avec ses photos d'urbex et tout ça. Vous pouvez du coup aussi continuer à suivre F1.4, à vous abonner et surtout à cliquer là par ici, je sais pas trop où, pour recevoir pour recevoir une formation gratuite sur Photoshop, un big épisode de 45 minutes pour apprendre Photoshop. Moi du coup je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Toi peut-être, non pas tout de suite. À bientôt. À bientôt. On se reverra. Ouais. Je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Bye.